Monta, il y a pas mal de monde. Sur le boulevard Daguerre, vous êtes quasiment à l'arrêt. Prudence sur la route, c'est la fin de cette émission. Et c'est donc le moment de retrouver cette émission spéciale. Saint-Étienne-Loire, émission spéciale. Émission spéciale avec la rédaction de France Bleu Saint-Étienne-Loire, mais aussi nos partenaires et nos invités. Et le tout emmené par Sandrine Morin. Bonsoir Sandrine. Bonsoir à tous. L'acte 5 du mouvement des Gilets jaunes est en train de se préparer. Malgré les mesures proposées par le chef de l'État, un nouvel appel à se rassembler dans le centre-ville de Saint-Étienne est notamment lancé pour ce samedi. Après un mois de manifestation, il est donc temps d'ouvrir ce débat. France Bleu Saint-Étienne-Loire, la tribune Le Progrès met autour de la table des élus, des parlementaires, des chercheurs et des Gilets jaunes pour tenter de comprendre ce moment de l'hiver 2018 qui est d'ores et déjà rentré dans l'histoire. Dominique Goubatian, journaliste politique, m'accompagne pour animer ce débat. Bonsoir. Bonsoir. Et vous, auditeurs, lecteurs, vous êtes aussi associés au débat. Vos questions, vos réflexions, Gilets jaunes, le débat, on attend vos réactions au 04 77 10 00 10. Une heure à vivre également en Facebook Live sur le compte de France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire, émission spéciale. Sandrine Morin, Dominique Goubatian. Et on commence à vous présenter tous qui êtes autour de la table ce soir en vous posant une première question à laquelle vous allez répondre très rapidement et qui est au cœur de notre débat de ce soir. Une réponse donc en un mot, même si c'est compliqué. Et est-ce que chacun d'entre nous va pouvoir nous résumer ce mouvement? Alors donc, autour de la table... Alors Gaël Perdriau, qui est le maire Les Républicains de Saint-Étienne. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Alors pour vous, comment vous détermineriez les Gilets jaunes? Pour moi, ce sont des Françaises et des Français dans leur diversité qui expriment un malaise profond avec des cumuls d'exclusion, qu'elles soient sociales, économiques, culturelles, éducatives, géographiques, un mot, on avait dit, monsieur le maire. Cumul, donc? Ça peut être ça? Brice Telki, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un des porte-parole, excusez-moi, des Gilets jaunes à Saint-Étienne. C'est quoi un gilet jaune? Un mot? Un nouveau souffle, tout simplement. Nouveau souffle. Régis Jonico, à vous. Vous êtes député apparenté PS à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Les Gilets jaunes, ce sont les oubliés de la République, les invisibles, qui ont surgi et qui aujourd'hui se révoltent, je dirais, sur deux choses principales, la concentration des richesses et des pouvoirs dans notre pays. Valéria Formuntian, députée La République En Marche de la Vallée du Gier, bonjour. Bonsoir. Même question, un mot, c'est quoi un gilet jaune? C'est un nouveau mouvement social qui doit être entendu en tout cas. À entendre. Raphaël Pessoa, comment vous détermineriez? C'est le nouvel espoir de la France, les Gilets jaunes. Raphaël Pessoa, donc porte-parole des Gilets jaunes dans le Rouennais. Enfin, Jean-Michel Desgeorges, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur et enseignant à l'École des Mines. Vous êtes chargé de mettre un peu de hauteur à notre débat. Même exercice pour vous, c'est quoi un gilet jaune? Je pense que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement social qui marque une profonde fracture dans la société française. Fracture. On vous a donc tous entendu. Cumul, fracture, nouveau souffle. Raphaël Pessoa, comment expliquez-vous la multiplication de vos revendications au fil des jours? Est-ce qu'elle est liée justement à la multiplicité sociale des Gilets jaunes? Vous n'êtes pas un, vous êtes plusieurs. Alors essentiellement, en fait, les revendications sont nombreuses. C'est normal, mais essentiellement, en fait... Nous, le fait qu'il y ait des retraités, des ouvriers, des gens dans le service hospitalier ou autre, ça fait que les gens, il y a énormément de revendications qui font que nous, on demande essentiellement en fait le référendum d'initiative citoyenne. C'est cette chose-là qui ressort principalement maintenant pour nous faire entendre. Brice Telki, comment se fait-il que dans les Gilets jaunes, vous n'arriviez pas à avoir un ou deux porte-paroles? C'est difficile. Ceux qui veulent l'être, ils sont menacés de mort. Vous trouvez ça Moi déjà, j'ai déjà été menacé en fait, donc c'est assez difficile. Vous trouvez ça normal? On est quand même dans une grosse agglomération, donc il y a beaucoup de personnes. On est l'une des Saint-Étienne, c'est quand même grand. Il y a beaucoup de gilets jaunes à Saint-Étienne. On réunit plus de 2000 personnes tous les samedis, malgré les menaces ou les pillages. Et pourquoi justement on n'autorise pas quelqu'un à parler comme interlocuteur vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des élus? La préfecture dit qu'elle n'a pas d'interlocuteur parmi vous, qu'elle n'arrive pas à l'identifier. Parce qu'en fait on déclare pas les manifestations. Et pourquoi? Moi je me suis porté le 17 novembre. J'ai déclaré la manifestation donc du 17 novembre.
malheureusement en retard, mais elle a été prise en compte par la préfecture. Le problème qu'il y a en fait, c'est que quand il y a un problème, en fait c'est ceux qui ont posé leur nom sur le document qui engendrent en fait les condamnations ou les emprisonnements, par exemple. Mais ça ne répond pas, Brice Telki, à cette question du manque de porte-parole, du manque de lisibilité de votre mouvement. On a l'impression qu'il y a autant de revendications que de ronds-points. En fait, maintenant, on est en train de mettre en place 2 porte-paroles dans chaque rond-point, donc dans chaque où il y a des blocages, ou voilà. Et on va faire, donc on va passer à un vote dans très peu de temps. On a parlé avec le porte-parole de Roanne pour faire un vote et élire un porte-parole du département. Pour vous, ça va être une avancée, ça va être quelque chose qui va porter. Bien sûr. Valéria Faure-Muntian, donc députée La République En Marche de la Vallée du Gier. Est-ce que justement vous n'avez pas du mal? Est-ce que c'est pas un de vos problèmes? C'est que vous avez du mal à le comprendre, ce mouvement, vous, les marcheurs? Alors, on comprend parfaitement le mouvement, on comprend les revendications, surtout celles qui étaient portées le 17 novembre. Au départ du mouvement, ce qu'on a du mal à avoir, c'est un interlocuteur ou des interlocuteurs, peu importe qui ils sont, pour pouvoir dialoguer, parce que maintenant, les réponses ont été données aux premières revendications. Ce qu'on veut, c'est établir le dialogue avec ces Français qui ont des revendications, et c'est bien normal. On souhaite ouvrir des tables rondes du 15 décembre jusqu'au mois de mars pour pouvoir mettre à plat les revendications, et on n'arrive pas à avoir d'interlocuteurs désignés. Valéria Faure-Muntian, ils ont muré, ces Gilets jaunes, votre permanence parlementaire. Vous avez discuté, vous avez réussi à ouvrir un dialogue avec notamment les Gilets jaunes de la Chabure? Alors, les Gilets jaunes de l'ère du Pays du Gier, en effet, ont été invités à la permanence parlementaire pour un échange. Ils ont fait un effort de représentativité, en tout cas de la population qui était présente dans leur manifestation. On a échangé. Ils ont posé leur première revendication, qui était le gel de la hausse des taxes. La réponse leur a été apportée. Ensuite, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir l'ensemble des revendications de l'ensemble des personnes présentes, parce qu'il n'y a pas de porte-parole là à proprement parler. Et j'ai jamais obtenu de réponse de ce sens-là. Régis Juanico, c'est un handicap, ce manque de porte-parole. Je ne sais pas, vous avez rencontré, j'imagine, des Gilets jaunes, vous avez peut-être été sur des ronds-points. Pour vous, c'est compliqué de discuter avec eux? Bien sûr, je les ai reçus à ma permanence parlementaire. C'était d'ailleurs une délégation de 4 femmes de Saint-Étienne, souvent dans des situations précaires, temps partiel, donc avec ce point commun quand même à l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes, c'est la France de ceux qui n'arrivent plus à finir les fins de mois. Et c'est même pas les fins de mois, c'est même parfois les débuts de mois. Mais je dirais les Gilets jaunes... Elles viennent vous voir en tant que quoi? En tant que porte-parole? En tant que quoi elles viennent vous voir, ces personnes? Elles venaient essentiellement aussi, d'abord, pour donner leurs revendications. Comme on l'a dit, il y en a beaucoup. Donc comment on pouvait les resserrer aussi sur un certain nombre de priorités, 5 ou 6, pour obtenir. Puisqu'il faut le rappeler, lundi, pour la première fois, c'est un mouvement social depuis 2006 qui a obtenu des premières avancées. Insuffisantes, à mes yeux, on va en reparler, mais des premières avancées. Donc la lutte, elle paye. Mais ce que je veux dire, c'est que un élu comme un député, un parlementaire, un maire, les élus locaux, les Gilets jaunes, ils en rencontrent chaque semaine. Moi, dans mes permanences, le lundi matin et le vendredi matin, les gens viennent me voir pour leur parler, et ça date pas d'hier. Ça date. On parlait de la vie chère en 2007 dans la campagne présidentielle. Mais c'est quoi? C'est la France qui n'avait pas la parole? Pour vous, Régis Juanico, député Génération? Je crois que depuis 18 mois, les inégalités se sont fortement aggravées. Quand vous avez la baisse des APL, 3 milliards d'euros, que vous avez la CSG pour les retraités, que vous avez un certain nombre de mesures, la suppression des contrats aidés qui ont aussi créé beaucoup de difficultés sur notre territoire, que vous avez le gel du point d'indice des fonctionnaires qui continue, que vous avez donc des difficultés sociales qui s'aggravent de plus en plus, à un moment donné, ça finit par péter. Donc, voilà, les Gilets jaunes expriment cette explosion à un moment donné, on n'en peut plus. Gaël Perdriau, vous avez été surpris par ce mouvement, vous le voyez venir, justement, comme disait Régis Juanico, vous rencontrez bien sûr beaucoup de monde, oui. C'est un mouvement surprenant. Oui, parce qu'on reçoit les Stéphanois qui le veulent tous les après-midi, il y a un élu qui est disponible à la mairie pour recevoir les Stéphanois, moi-même je reçois également lors d'une permanence ceux qui le souhaitent.
je dirais que c'est des revendications qui sont pas nouvelles, sauf qu'effectivement elles étaient diffuses, et je crois que la taxe sur les carburants, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et qu'à un moment donné, les Français, en tout cas un très grand nombre, ont dit stop, ça suffit maintenant. Et puis il y a eu aussi, je crois, le fait que parce que les esprits, je pense, sont mûrs pour comprendre que la transition écologique, c'est un sujet important. Je crois que les Français l'ont aussi en tête, et ils sont peut-être prêts aussi à faire des efforts pour cela, mais quand ils ont compris que sur les 4 milliards de la taxe sur les carburants, il y en avait les 3/4 qui allaient partir dans le budget général, et finalement on leur disait pas la vérité, qu'on leur mentait, qu'il y en a que 20% qui serviraient à la transition écologique, ils ont dit non seulement on nous prend de l'argent supplémentaire, mais en plus on va pas l'utiliser ce pourquoi on nous l'affirme. Donc ça, je crois que c'est vraiment ce qui a déclenché, c'est ce qui a allumé la mèche. Jean-Michel Degeorges, vous qui scrutez les entreprises, est-ce que vous avez perçu justement ce mal-être dans les entreprises pour qu'il éclate comme ça au grand jour devant tout le monde ? Alors, premièrement, je pense qu'en fait, vous avez raison de poser la structuration du mouvement, parce que ça ouvre la question de la représentativité du mouvement et donc de la suite du mouvement. Donc, si on passe au-delà de ce qui s'est passé jusqu'à présent, il faut se demander comment le mouvement va pouvoir se structurer, et pour qu'il y ait une discussion qui puisse s'ouvrir, donc entre les Gilets jaunes, le reste de la société, bon, bien sûr les institutions, les hommes politiques, mais également avec les entreprises. Et ça, c'est d'autant plus important qu'on voit parfois un élargissement du mouvement auprès des jeunes, des lycéens et des étudiants. Et même si le mouvement marque une fracture sociale, je pense que il faut maintenant passer à la phase de discussion pour aller justement au-delà de cette fracture sociale et discuter sur les mesures qui peuvent être prises, le dialogue qui peut être ouvert, la co-construction qu'on peut mettre en œuvre, pour justement aller vers associer le développement économique. Je pense que c'est pas un oxymore, le développement économique et le développement social. Je pense au contraire, et ça va passer forcément par l'entreprise. Mais Jean-Michel Degeorges, c'était bouillant dans les entreprises, parce que là, on a senti une cocotte qui explosait. C'était, vous le sentiez, vous, ce dialogue social tendu entre les patrons qui ne veulent pas augmenter les salaires et les salariés qui demandent un peu plus parce qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois ? Alors, je pense que il y a une sorte, alors, malentendu, c'est pas le bon terme, mais je pense que quand même qu'il y a une sorte de malentendu quand on parle d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai pas de chiffres là-dessus, mais je pense que les Gilets jaunes sont plutôt rassemblés dans les entreprises, dans les PME, et beaucoup moins dans les grands groupes. Et finalement, on parle beaucoup des grands groupes. Hier, on voyait encore Emmanuel Macron qui recevait les dirigeants du CAC 40. Et je crois que la France, c'est pas vraiment ça. Et je pense que les Gilets jaunes, c'est pas vraiment ça non plus. Vous savez tous, il y a 99,8% de PME, 93,5% jusqu'à 96% de TPE, c'est-à-dire inférieur à 9 salariés. Et je pense qu'on peut pas demander les mêmes choses aux grands groupes, prendre des mesures pour les grands groupes sans discuter. Le dialogue social, il passera donc beaucoup par la PME, donc moins de 250 salariés, et c'est quand même la moitié de l'emploi en France. Et surtout, c'est ces entreprises-là qui demain créeront des emplois. France Bleu Saint-Étienne-Loire, émission spéciale. Prenez la parole maintenant au 04 77 10 0010. Ravel Pessoa, tout à l'heure, les élus qui sont là disent on en reçoit tous les jours comme ça des gilets jaunes qui n'étaient pas gilets jaunes à l'époque. Vous, par exemple, vous étiez allé voir votre maire, votre député, pour lui dire ça va plus, ça craque. Ça vous est déjà arrivé? Vous aviez fait ce mouvement-là? Avant les Gilets jaunes, non. Mais bon, j'ai envie de dire que les élus, c'est à eux d'aller sur le terrain aussi régulièrement. Vous n'aviez pas d'occasion de les rencontrer? Pas vraiment, non. Pour nous, c'est plutôt des gens inaccessibles. Pourquoi inaccessibles? On sent qu'ils sont dans une classe politique qui fait qu'ils sont pas assez proches des gens. Gaël Perdriau, quand vous entendez ça, ça vous donne envie de répondre quoi? Vous êtes inaccessible, maire de Saint-Étienne? Non, je crois pas, parce que je me rends effectivement beaucoup sur le terrain. On est invité à des dizaines de manifestations, d'associations, qui sont des occasions aussi de rencontrer les habitants ou dans la rue, tout simplement. Vous entendez ça, forcément. Et quand je suis dans la rue, on m'interpelle. Je peux pas sortir d'ailleurs sans qu'on ne m'interpelle pas pour me raconter les difficultés du quotidien, de façon à ce qu'on les prenne en compte aussi et qu'on les porte dans nos politiques publiques. Député, vous répondez quoi à ça? On n'arrive pas à vous attraper, vous dit Raphaël. Je crois que là, on se trompe d'élu, parce que moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Plaidoyer pour le beau mandat de député, où je défends la conception
d'un député ancré sur son territoire, au contact de ses concitoyens et qui fait remonter, qui est un thermomètre qui fait remonter les problèmes du terrain. Donc que ce soit Gaël Perdriau à Saint-Étienne ou moi-même, tout le monde sait que nous sommes accessibles. Quand vous dites pendant le week-end, quand nous avons 20-25 manifestations sur le terrain, que nous rencontrons nos concitoyens. Moi, j'ai posé une question d'actualité sur le pouvoir d'achat qui s'intitulait « La seule chose que vous ne taxez pas, c'est la fortune » le 6 novembre, qui portait pas que sur les carburants, mais sur tout le reste, et qui pointait une faute qui allait être commise, c'est-à-dire on allait taxer les avantages des comités d'entreprise pour les salariés au-dessus de 300 €. Et suite à mon intervention le lendemain, Gérald Darmanin a abandonné la mesure. Ça veut dire que aujourd'hui, des élus qui sont ancrés sur le terrain, qui font leur travail, font remonter les problèmes, et ils sont bien évidemment accessibles, mais à condition qu'ils soient sur le terrain. Valérie Aformuntian, grosso modo, vous le prenez pour vous. Est-ce que vous faites remonter le terrain ? Évidemment. Alors déjà, j'ai mis beaucoup de temps pour avoir une permanence parlementaire ouverte au public, au centre-ville, accessible PMR, justement pour pouvoir accueillir toutes sortes de public, et la porte est ouverte en permanence pour pouvoir entendre les doléances, et c'est le cas, on en reçoit effectivement tous les jours des gens qui sont en difficulté, ils sont en difficulté par rapport à la méconnaissance aussi de leurs droits, mais ce que je veux pas entendre, c'est qu'on fait pas l'effort pour le pouvoir d'achat, parce qu'on est le premier gouvernement depuis 15 ans à faire un effort pour le pouvoir d'achat. On a aussi entendu les malaises de la population, et on a su dire stop, ok, on remet tout à plat et on dialogue maintenant, parce que effectivement ça a été incompris et on l'a ressenti. Donc le gouvernement s'est positionné, et nous les députés avec, en remontant justement ce mécontentement qu'on a vu sur le terrain. Merci beaucoup Valérie Aformuntian. Envie d'être curieux. Le périple d'un aigle de Haute-Loire, un coup de vent l'avait désorienté fin juillet. Il a été retrouvé à 1100 km de là, en Allemagne. France Bleu Matin, dès demain 6h. Besoin d'un coup de projecteur pour que votre manifestation soit une réussite? Ayez le bon réflexe. La page officielle Facebook France Bleu Saint-Étienne-Loire. Un message, un clic, et vos animateurs se feront un plaisir de nous parler de vous sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu. France Bleu Saint-Étienne-Loire, émission spéciale. Sandrine Morin, Dominique Goubatian. Émission spéciale Gilets jaunes avec la question du jour. Dominique Goubatian, y aura-t-il un acte 5 ? Alors après l'allocution et les annonces du président de la République lundi dernier, la très grande majorité des Gilets jaunes n'y ont pas trouvé leur compte. Rappelons que votre revendication première, messieurs, c'était de supprimer la hausse des taxes sur les carburants. Elle a été satisfaite. Mais depuis, vous n'avez cessé de multiplier les revendications, dont le chef de l'État, bien sûr, n'a pas parlé. Il ne pouvait pas parler de tout en 13 minutes. Raphaël Pessoa, est-ce que vous craignez pas justement que cet éparpillement de revendications, ça brouille un peu le message et aussi ça brouille un peu votre action ? Il n'y a aucun éparpillement, on est clair. Ça fait beaucoup quand même. On a une revendication principale qui est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Parce que Macron c'était pas ce qu'il y avait au départ quand même, le RIC. C'est venu après, par la suite, oui, parce qu'il y avait tellement de revendications qu'on s'est dit la seule solution pour ramener à toutes ces doléances, c'était le RIC. Mais alors le RIC, bon, on en parlera si vous voulez bien après, mais sur la revendication de base, sur la suppression et la hausse de la taxe sur les carburants, pourquoi après vous êtes parti sur d'autres revendications ? Parce que c'était pas la revendication principale, c'était comme l'a dit le député, c'était la goutte d'eau qui a fait déporter le vase. C'est un ras-le-bol général, c'est une fracture sociale qu'il y a actuellement, et ça, si les gens ne le comprennent pas, faut qu'ils se nettoient les oreilles. Brice Telki, vous appelez à une nouvelle manifestation samedi en connaissance de cause, en connaissant les risques qu'il y a autour d'une manifestation comme celle que vous appelez de vos voeux ? Bien sûr. Vous voulez cette manifestation ? Il y a un événement qui a été créé sur Facebook, donc même sur tous les réseaux sociaux, où il y a plus de 3000 personnes qui sont déjà à l'affût sur l'événement. Il y aura une mobilisation à Saint-Étienne samedi. La présence de casseurs, ça ne vous fait pas peur, Brice Telki ? C'est pour ça qu'on a prévu de changer totalement notre marche. Du coup, elle se déroulera dans un autre lieu, pas en centre-ville, mais on se fera entendre d'une autre manière. Mais Gaël Perdriau, d'entendre ça, vous dites quoi ?
Forcément, vous avez envie. Oui, vous aviez demandé l'arrêt donc de ces manifestations. Si vous voulez, apparemment, j'ai constaté, puisque j'étais présent les 2 samedis où il y a eu la manifestation, que les manifestations, elles se déroulent bien, mais qu'effectivement, en fin de parcours, des voyous, des casseurs, des pilleurs profitent du nombre de personnes très importantes en centre-ville pour commettre des exactions qui sont inadmissibles et qui sont extrêmement choquantes. Et donc le message, je pense qu'il est maintenant connu, et c'est la raison pour laquelle, pour éviter ces fins de manifestation qui sont vraiment catastrophiques pour les habitants comme pour les commerçants, qui, vous savez, un vendeur ou une vendeuse dans un magasin, c'est un gilet jaune. Les retraités qui sont en centre-ville les week-ends, ce sont des gilets jaunes. Ils portent ces mêmes revendications, ces mêmes souffrances. Mais effectivement, ce que j'aurais souhaité, c'est éviter que ça se termine comme on a connu les 2 derniers samedis. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité ouvrir lundi dernier des cahiers de doléances dans le hall de la mairie pour que les gilets jaunes, les Stéphanoises, les Stéphanois aient un autre moyen d'expression que la manifestation, qui a connu d'ailleurs un grand succès, puisqu'on a plus de 150 contributions aujourd'hui. Je me suis engagé de les porter au président de la République. Moi, ce que je crains surtout, c'est effectivement ces débordements en fin de manifestation. L'État a été défaillant, Gaël Perdriau. Vous pensez qu'il l'a été ? Qu'il n'a pas protégé votre ville ? Je l'ai dit, oui, je l'ai dit, bien sûr. Que ce soit le premier ou le deuxième samedi, manifestement, les forces de l'ordre étaient à la fois en nombre insuffisant et organisées de manière à ne pas pouvoir protéger suffisamment les habitants et empêcher les voyous, les pilleurs d'agir. La préfecture était extrêmement bien gardée. Je crois que le symbole de la préfecture du Puy-en-Velay ou l'Arc de Triomphe ont marqué les esprits. Donc il fallait protéger Paris, il fallait protéger Lyon, qui a décidé de continuer à faire la fête dans le contexte qu'on connaît. La préfecture de la Loire, puis le reste de la ville, il a été laissé, livré à lui-même. Régis Juanico, ça vous inquiète, une nouvelle manifestation samedi à Saint-Étienne ? Il y aura un acte 5 du mouvement des Gilets jaunes, puisque ça a été décidé de toute façon, et en plus les ronds-points sont souverains pour décider de leurs actions. Mais moi je leur demande vraiment de réfléchir aux modalités. Je pense que effectivement, on voit même sur les ronds-points aujourd'hui qu'il y a des problèmes avec des camions qui viennent percuter un certain nombre de Gilets jaunes. C'est la 6e victime. Il y a un élément nouveau quand même cette semaine. Grave, c'est ce qui s'est passé à Strasbourg. On est en train de rechercher encore celui qui a commis l'attentat. Ça veut dire que les forces de l'ordre sont encore plus aujourd'hui dans un état de mobilisation et de fatigue. Je veux le rappeler quand même en cette fin d'année, qui fait que il peut y avoir, du fait de cette fatigue-là, de cette surtension, des manifestations, si elles se passent en centre-ville, qui peuvent très vite dégénérer. Donc moi je dirais vraiment, il faut pas que, entre la place Jean Jaurès et la place du Peuple, il faut pas qu'il y ait de manifestations. Il faut que ça se produise différemment, sous une autre modalité. Et on a vu samedi dernier, moi j'ai été particulièrement interpellé par le fait que les forces de l'ordre n'avaient pas les mêmes consignes qu'à Paris pour aller interpeller les casseurs et agir quand il y avait des exactions. Et donc, on ne peut pas revivre à Saint-Étienne ce qui s'est passé samedi dernier. Une nouvelle fois, c'est pas possible. Il y a un tel état de traumatisme en centre-ville que ça serait désastreux. Raphaël Pessoa, vous comprenez le traumatisme des Stéphanois, de cette ville qui a été détruite, de ces commerces aux vitres brisées, de ce marché de Noël qui n'arrive pas à vendre. Vous trouvez pas ça compliqué ? Oui, tout à fait. Moi, je peux comprendre. C'est normal. Après, nous, les Gilets jaunes, on reste un mouvement pacifique. On n'est pas là pour casser ou quoi que ce soit. Je pense que c'est des gens qui prennent, entre guillemets, le mouvement en otage lors de ces manifestations à pied pour tout casser. Et finalement, l'image se retourne contre nous. Après, on parlait de la police. Oui, en effet, la police, elle est fatiguée. On parle souvent avec eux, mais ce qu'il faut voir une chose aussi, c'est que l'État aurait dû déjà réagir et répondre à nos attentes bien avant que la police soit fatiguée et surmenée. Valéria Formuntian, je vais vous faire écouter le maire de Roanne, Yves Nicolin, qui était sur France Bleu Saint-Étienne-Loire mardi matin et qui vous interpelle indirectement. En tout cas, il réagit à la proposition du chef de l'État de mettre en avant les maires dans ce conflit. Lorsqu'on est élu local, on a des sujets d'élu local. Moi, je ne suis pas là pour empiéter sur un mandat que je n'exerce pas. Les élus nationaux sont là pour parler des problèmes nationaux qui concernent tout le monde. Alors Valéria Formuntian, vous n'arrivez pas à faire remonter ce que vous entendez sur le terrain. Vous avez trouvé le gouvernement hermétique à vos
Bien sûr que non, on a été entendu et c'est pour ça que les revendications premières, celles qui étaient là en premier lieu, en tout cas ceux qui m'ont été rapportés par les Gilets jaunes de l'ère du PIDG, et c'est ceux avec qui je dois discuter puisqu'ils sont présents sur mon territoire, enfin sur le territoire de la 3e circonscription, et ceux-là on a répondu immédiatement en appelant au dialogue. Et ce que je voudrais rappeler, c'est arrêtons. Est-ce que le gouvernement les a entendus? Apparemment, évidemment. Il a fallu 3 semaines pour trouver une solution. Il a fallu compiler l'ensemble des revendications, trouver le moyen de trouver celles qui étaient les plus récurrentes, notamment les augmentations des taxes, pour pouvoir y répondre. Et il est là la problématique aujourd'hui, c'est le manque d'organisation et d'interlocuteurs. Donc le temps qu'on identifie tout le monde, qu'on identifie les revendications pour pouvoir y répondre, il s'est passé du temps. Et aujourd'hui, s'il y a des violences qui se passent aux marges de ces manifestations-là, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation et d'ordre. Et j'appelle à la fin des manifestations et au dialogue, un dialogue simple avec tout le monde. Mais sincèrement, est-ce que vous, députés, vous trouvez que le gouvernement vous entend, la base, le député de terrain, est-ce que vous êtes entendu, pas seulement depuis 3 semaines, mais depuis 18 mois? Évidemment, on travaille en coopération, en collaboration entre le groupe des parlementaires et le gouvernement. Cyril, qui est gilet jaune à la Chabure sur l'aire du Pays du Gier, dit « Ma députée est une députée fantôme, je ne l'ai pas vue ». Vous répondez quoi, Valéria Faure-Mundian? Encore une fois, que ma permanence parlementaire est ouverte toute la semaine au public, que je reçois absolument tout le monde. Je n'ai jamais refusé un seul rendez-vous. Maintenant, mon travail, il est à Paris et je l'ai dit depuis la campagne, j'ai menti à personne, que mon travail, il est de faire la législation et de faire les remontées de terrain. Raphaël Pessoa, gilet jaune, donc porte-parole dans le Rouennais, vous secouez la tête, vous hochez. Vous avez l'impression que les députés n'arrivent pas à parler à Macron, à Emmanuel Macron? Moi, j'ai pas du tout le même discours de la députée Nathalie Sarl, qui est La République En Marche aussi, donc va falloir vous coordonner entre vous aussi, à mon avis. Elle dit quoi, Nathalie Sarl? Elle vous dit quoi? Qu'il y a une classe au-dessus administrative qui est totalement déconnectée de la réalité et que justement... On parle des absents, c'est compliqué. Écoutez, je vous invite à l'appeler et à débattre. On a débattu avec elle, il n'y a eu aucun souci, elle l'a avoué. Donc c'est du courage politique qu'on vous demande maintenant. Elle estime qu'elle n'est pas assez entendue. Elle n'est pas entendue. Régis Juanico a l'air... vous secouez la tête? Bien sûr, elle a raison. Elle a raison. C'est pas une question de majorité en marche. On l'a vécu nous aussi dans la majorité parlementaire précédente. C'est les institutions de la Ve République avec un pouvoir qui est un pouvoir vertical, qui a un pouvoir autoritaire et très technocratique, effectivement. Et ça veut dire quoi, Régis Juanico? Ça veut dire que vous avez du mal, vous, à diriger parce qu'il y a cette classe technocratique? Et il y a la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme, qui est le président de la République. D'ailleurs, c'est l'élection où les Français votent le plus, mais ils considèrent ensuite que les législatives sont moins importantes. Et c'est cette concentration des pouvoirs-là qui fait qu'il y a une déconnexion aujourd'hui du réel. On le voit bien, puisque le mouvement a été compris que très tardivement. Et les réponses ont été apportées 1 mois après le début du mouvement. On va donner la parole au chercheur Dominique Goubatian. Oui, Jean-Michel Degeorges, comment vous avez vécu en tant que citoyen ce qui s'est passé samedi à Saint-Étienne? Et je rebondis sur ce que disait Régis Juanico. La classe technocratique, c'est en général ce que disent les chefs d'entreprise, par exemple. C'est un discours qui résonne. On les entend dire ça très régulièrement. Alors, la première chose, je pense qu'effectivement, c'est inquiétant. Et cet acte 5, il est inquiétant pour les villes, pour les territoires, pour tous les individus. Que des casseurs se mêlent aux gilets jaunes, utilisent le mouvement je pense que ça c'est indéniable, mais on doit quand même en tirer une conclusion. Même si c'est pas les gilets jaunes, on doit quand même en tirer une conclusion, et notamment pour l'avenir. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut séparer les demandes court-termistes, qui ont une réponse. Alors je suis pas là pour juger si la réponse est bonne ou pas. La taxe sur le carburant, 100 euros de plus pour le SMIC, par exemple. Sur ces aspects-là, et voir comment on va construire le long terme. Et pour rebondir sur tout ce que vous disiez, je pense que l'unité d'analyse pertinente, c'est effectivement les communes et les territoires. Parce que je crois, d'ailleurs, les Français, d'une manière générale, se plaignent souvent de cette démarche très verticale, qui est pour le coup très française, qui est très française sans doute politiquement, mais en tout cas qui est très française dans les entreprises. C'est pas le cas dans d'autres pays. Et du coup, il ne faut pas que les demandes sociales s'ancrent dans cette démarche verticale, mais au contraire qu'on puisse retomber à un niveau du territoire. Je pense que c'est la bonne unité d'analyse et c'est la bonne unité de décision. On voit, ça fonctionne dans certaines dimensions, ça fonctionne sur l'innovation, ça fonctionne dans plein de domaines, et je pense que ça peut être développé sur ces dimensions-là également. La députée Valéria Faure-Mundian veut vous répondre.
Alors, je suis d'accord avec vous. Je pense que l'ensemble des élus, quel que soit le niveau, que ce soit la commune, le département, la région, le député ou le sénateur, on doit tous travailler main dans la main pour pouvoir analyser la situation et rétablir le dialogue. Par contre, je trouve les propos de monsieur Juanico totalement irresponsables, parce que si on commence aujourd'hui à taper sur les élus, à taper sur la fonction publique, à taper sur le gouvernement, c'est là que la démocratie recule. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur la fonction publique parce qu'ils sont là aussi pour faire tourner les services. On peut pas trouver 10 milliards du jour au lendemain et ça prend du temps. C'est pas qu'on n'est pas entendu, c'est que ça demande du temps et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est uniquement sur les élus hors sol que j'ai tapé. Pas sur les autres. Votre discours était responsable. Valéria Formuntian, Régis Juanico, on poursuit ce débat. France Bleu, Saint-Étienne-Loire, la Tribune Le Progrès donc ouvre le débat sur les Gilets jaunes. Un point sur l'info avec Yves Renaud dans un instant. Et on poursuit l'analyse sur ce mouvement avec vos appels au 04 77 10 0010. Il est 19h, le flash avec vous, Yves Renaud. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est à Strasbourg. Ce soir, il participe à 19h30 à une réunion sur la sécurisation du marché de Noël. Le ministre de l'Intérieur qui confirme une opération de contrôle du quartier du Neudorf où la police a perdu la trace du tueur présumé mardi soir. Il s'agissait simplement d'être sûr que Chérif Chekat n'avait pas trouvé refuge dans ce quartier au moment de sa cavale. En parallèle, des perquisitions ont également été menées à Paris dans le logement d'une des sœurs du terroriste présumé. Les Gilets jaunes balancent entre levée au moins partielle des manifestations et leur maintien. La majorité du gouvernement leur demande de cesser la mobilisation, mais ça et là, par l'intermédiaire des porte-paroles, ils veulent continuer les actions et les mobilisations. Au sujet des annonces gouvernementales, le Premier ministre a précisé cet après-midi que la hausse de 100 € du niveau du SMIC promise par l'exécutif s'ajoutera finalement aux baisses de charges sociales de 2018, contrairement à ce qu'il avait laissé entendre dans un premier temps, ce qui porterait la hausse au niveau de 125 €. Une enquête a été ouverte par le parquet de la Haute-Loire après l'incendie de la préfecture et confiée au SRPJ de Clermont-Ferrand et à la circonscription de sécurité publique du Puy-en-Velay. Dans le cadre de cette enquête, 6 personnes ont été placées en garde à vue depuis le début de la semaine. 3 d'entre elles ont été présentées au parquet ce matin en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Ce sont 2 mineurs et un majeur originaire du Puy-en-Velay, tous connus pour des faits de petite délinquance. Ils s'étaient mêlés aux gilets jaunes pendant les échauffourées. Le trafic des TGV, Intercités et TER devrait être à peu près normal demain lors de la journée interprofessionnelle de grève de la CGT. 95% des TER devraient circuler au niveau national, mais le trafic sera variable en fonction des régions. Ici, on s'attend à des perturbations sur les lignes Saint-Étienne-Le Puy-en-Velay, Saint-Étienne-Lyon-Ambérieux et Clermont-Le Puy. Enfin, le match de l'AS Saint-Étienne en déplacement à Nice, qui devait se jouer demain, aura finalement bien lieu dimanche à 17h. Confirmation de la Ligue cet après-midi avec en prime, on vient de l'apprendre, une interdiction totale de déplacement des supporters stéphanois. France Bleu Saint-Étienne-Loire, émission spéciale. Sandrine Morin, Dominique Goubatian. Gilets jaunes, le débat, la suite, une émission à laquelle vous pouvez participer. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, 04 70 10 77 10 0010. Jusqu'à 19h30, on poursuit l'émission. On va aborder maintenant la question des conséquences de ce mouvement pour l'avenir et dans un instant, celle aussi du coût de cette révolte. Un débat en présence de Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, Valéria Formuntian, députée La République En Marche de la Vallée du Gier, Régis Juanico, député de Saint-Étienne Génération. Autour de la table également 2 représentants des Gilets jaunes, Raphaël Pessoa pour le Rouennais et Brice Telki pour le Stéphanois. Enfin, Jean-Michel Desgeorges, enseignant-chercheur à l'École des Mines. France Bleu Saint-Étienne-Loire, émission spéciale. Prenez la parole maintenant au 04 77 10 0010. Quel coût pour le conflit ? On réfléchit maintenant au coût économique de ce mouvement. Un coût économique à plus d'un titre. Depuis 1 mois, l'économie est à l'arrêt. Ça va peser sur les finances françaises, forcément. Et puis lundi soir, le président de la République a mis l'argent sur la table. Une broutille pour certains, un effort conséquent pour d'autres. On en débat maintenant et on commence avec vous, Jean-Michel Desgeorges. 12 milliards, c'est beaucoup ou c'est peu pour vous, le chercheur spécialiste en entreprise ? Alors, les montants additionnés comme ça, il faut prendre beaucoup de recul, je pense, pour les analyser. Et c'est surtout comment ils vont être financés. Parce que finalement, la question qui se pose, c'est demain, comment seront financés ces 12 milliards et à quoi vont-ils contribuer ? Donc,
Finalement, je pense qu'il faut voir la problématique des conséquences économiques comme un gâteau. Hein. Finalement, il y a un gâteau qu'on se partage tous et on a toujours deux solutions. C'est un peu comme une stratégie d'entreprise. Finalement, le gâteau, soit on se dit, on cherche tous à prendre une plus grosse part du gâteau. Bon, c'est humain, hein, c'est pas critique, c'est humain. Ou alors on se dit finalement, si on peut arriver à co-construire quelque chose, un système qui va faire grossir la taille du gâteau, eh bien à partir de ce moment-là, on aura tous, mathématiquement, une part plus importante. Et je pense que c'est ça demain qu'il va falloir faire, c'est non pas uniquement se dire comment on va où va-t-on prendre cet argent-là, mais aussi se dire comment on va construire la richesse pour tout le monde, pour le coup, hein, une richesse qui soit équitable bien sûr, mais comment on va pouvoir construire cette richesse pour tout le monde de façon à faire grossir le gâteau et ne pas oublier que la France, elle n'est pas hors sol, elle vit dans un écosystème, elle vit en Europe et elle vit dans le monde. Hein. Et dans ce contexte, est-ce que vous pensez que l'économie locale va pouvoir supporter ce manque à gagner qui était, à mon avis, par notamment les manifestations violentes des derniers week-ends? Alors, je pense que l'effet sur l'économie locale, il est quand même un peu catastrophique. Hein, parce qu'il y a un effet économique, bien sûr, il y a un effet psychologique, et il y a un effet de perte de sens, de perte de repères. Et je pense qu'on y viendra dans le débat. Il se pose la question de l'éducation, il se pose la question de la formation, il se pose la question de la compétence des individus dans nos entreprises, avec les challenges qu'on a pour la transition numérique, la transition écologique, comme vous l'avez évoqué. Et je pense qu'on doit prendre ces problèmes à bras le corps et les prendre ensemble. Gaël Perdriau, je vous voyais hocher de la tête, pardon, quand on disait qui finance, qui paie. C'est votre problème, ces 12 milliards? C'est surtout celui du président de la République et puis surtout celui de toutes les classes moyennes. Parce que lundi soir, le président de la République, il a claqué 13 milliards d'euros en 13 minutes. 1 milliard la minute. 13 milliards, c'est exactement ce qu'il a demandé aux collectivités locales de faire comme économie. Mais nous avons fait des vraies économies. À Saint-Étienne, nous avons économisé 15 millions d'euros dans le budget pour répondre à cette demande d'économie, sans augmenter les impôts, sans augmenter la dette. Or là, on voit bien que aujourd'hui, il y a eu une annonce de financement des 13 milliards. C'est la création encore d'une taxe supplémentaire sur les entreprises, et puis le reste, des économies sur le budget de l'État. Mais quand on n'a pas été capable, comme Emmanuel Macron, de faire des économies sur le déficit ou sur la dette publique, plus de 40 milliards depuis qu'il est président de la République, pourquoi il en trouverait aujourd'hui 13 ? Donc c'est encore reporter sur les générations futures une dette encore plus importante. Gaël Perdriau, ça veut dire qu'il fallait rien proposer ? Si, et je suis d'accord avec... Je vais vous dire quoi. J'en ai déjà parlé aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Michel Desgeorges. Je crois qu'il faut... vous savez, le fond du problème, il est que la population aujourd'hui a de moins en moins foi dans le progrès social. Parce qu'un des espoirs que nous avons, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, ou nos enfants, ils soient plus heureux, ils aient un épanouissement social meilleur que notre propre vie a pu être. Or, aujourd'hui, depuis 25 ans, on constate que c'est plus du tout le cas. Et moi, je suis d'accord avec vous, c'est Georges, pour dire que la solution, elle vient des entreprises et du rapport entre le salarié et l'entreprise. On ne peut pas s'intéresser à une entreprise simplement parce qu'elle nous donne un salaire en tant que salarié. On ne peut pas s'intéresser à une entreprise simplement parce qu'on touche un dividende en fin d'année quand on est actionnaire. Et je crois qu'il faut remettre sur la table un sujet qui a été abandonné et lancé par le général de Gaulle il y a très longtemps, mais qui n'a pas été au bout de la démarche de la participation. La participation, c'est à la fois le revenu du salarié, c'est le revenu du capital, mais c'est aussi la participation démocratique dans l'entreprise. Et je crois vraiment qu'une porte de sortie, c'est celle-ci, qui permet de donner du pouvoir d'achat aux salariés. Brice Telki, la proposition de Gaël Perdriau, ce que dit aussi Jean-Michel Desgeorges, d'être plus acteur, notamment dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ça vous parle ? Comment ça résonne chez vous ? Moi, personnellement, je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Moi, je pense qu'il y a de l'argent. L'État nous ment. Il y a beaucoup d'argent. Quand on voit les ultra-riches qui gagnent à la seconde des milliards, comme Bernard, par exemple, celui d'Air France, Bernard Arnault. Et non, il y a de l'argent. C'est juste qu'en fait, l'État ne fait pas la part des choses. Mais cette proposition de travailler et de comprendre un petit peu mieux où vous travaillez et peut-être d'avoir une partie plus importante de ce que pourrait gagner votre entreprise, ça vous intéresserait ? Après, on est ouvert à la discussion, tout à fait. Mais le problème qu'il y a en France, en fait, c'est que on a des personnes qui sont surpayées
Et on a même des hommes politiques qui sont surpayés, qui sont complètement déconnectés de la population française, qui sont dans leur bulle. Régis Juanico, vous êtes... Vous répondez quoi? C'est au cœur de la question de génération. Je voulais faire une petite boutade pour Gaël Perdriau, je dirais que sur la participation et l'intéressement, c'était au cœur du projet de loi Pacte qui vient d'être adopté et qui a été porté par Bruno Le Maire. Non, pas du tout, monsieur le député. C'est pas parce qu'on rajoute quelques pourcents supplémentaires. Oui. Non, je parle vraiment de réconcilier, non pas de traiter les deux blocs. Vous voyez, un jour, le président de la République donne aux riches en supprimant l'ISF, un jour, il donne aux salariés en défiscalisant une partie des heures supplémentaires. C'est pas ça dont je vous parle. C'est véritablement la réconciliation des deux et le dialogue entre les deux. C'est pas le fait dans le pacte de donner 3% de plus aux salariés, c'est pas comme ça du tout que je le conçois. C'est de parler de la stratégie d'entreprise à long terme. Il ne faut pas prendre les salariés pour des imbéciles. Ils sont capables de... Régis Juanico, les heures sup défiscalisées, 4 milliards d'euros, 4 milliards et demi d'euros de coûts, ça ne touche pas tous les salariés. Tous les salariés ne font pas des heures sup. Donc le problème, c'est le financement. Il faut abroger et il faut supprimer le plan riche qui a été fait depuis 18 mois, c'est-à-dire l'ISF, la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique et les 20 milliards supplémentaires en plus du CICE, parce qu'il y a 40 milliards en 2019. Valéria et ça, c'est tout à fait possible. L'impôt sur la fortune et sa suppression, ça va être votre boulet. Vous allez le porter jusqu'au bout. Alors, tout d'abord, effectivement, l'ascenseur social a été cassé. Et nous, on essaie de le réparer depuis le début de notre mandat. Et il a été cassé il y a bien longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on investit sur la formation. C'est pour ça qu'on investit sur la transition numérique. L'ISF, vous l'avez entendu sur tous les ronds-points. Je vais vous répondre. L'ISF, il n'y a aucun souci là-dessus et on assume. Parce que pour distribuer de l'argent, pour financer la formation, il faut y avoir de l'économie. Et quand l'économie est en berne, quand il n'y a pas de richesse, on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas gagné. Donc, évidemment qu'il faut aujourd'hui donner un coup de pouce à l'économie. On a eu une toute petite croissance et aujourd'hui, il faut qu'on la valorise, qu'on taxe les plateformes. On est en train de travailler dessus. Donc ça, c'est Google, Amazon, c'est par eux que pourront financer la France. Il faut relancer l'économie et sinon on ne pourra pas distribuer l'argent qu'on ne gagne pas. Ça, c'est pour ça que le quinquennat précédent a déçu. Et quand Brice Telki vous le dit, il y a plein d'argent, il y a de l'argent en France, il y en a partout, on le voit, on voit ces super riches. Qu'est-ce que vous lui répondez à Brice Telki? Les super riches, ils ont gagné cet argent, ils l'ont pas volé, parce que je sais. Ils peuvent le redistribuer. Ils financent 0 € sur les 13 milliards. Donc, en l'occurrence, si on commence à mettre LVMH et les députés et les élus et tout le monde dans le même panier, à un moment donné, on ne fait pas la différence. Il faut arrêter d'opposer les populations, rétablir effectivement l'ascenseur social, distribuer de mieux en mieux, mais pour ça, il faut gagner. Raphaël Pessoa, c'est 12 milliards, ça vous parle, c'est énorme, c'est pas assez. Apparemment, vous n'avez pas eu l'air très convaincu après l'allocution du président de la République. Pas du tout, c'est des mesurettes. Moi, je vois juste une chose en 2008. À 12 milliards, c'est des mesurettes. C'est des mesurettes. Ils ont réussi à sortir 400 milliards pour sauver les banques en 2008, pour nationaliser la dette. Et là, ils nous sortent quoi? De la poudre de perlimpinpin, avec 12 milliards pour mettre des pansements sur des jambes de bois. Faut arrêter, vous êtes tous déconnectés, je suis désolé de vous le dire, avec vos plans de financement, de taxes, de ceci, de cela, de l'argent, comme disait Brice, oui, il y en a. Faut aller les chercher, mais il faut avoir du courage. Dans l'évasion fiscale, c'est 100 milliards par an. À partir de là, si vous avez ce courage-là, c'est compliqué, parce qu'il y a les lobbies quand même derrière. C'est eux qui ont la main sur les États. C'est eux qui font les lois. Donc à partir de là, ayez du courage. Allez taxer les GAFA, mais vraiment pour de vrai, et baisser les charges des artisans et des commerçants pour les laisser travailler. Parce qu'aujourd'hui, le risque, il est plus primé maintenant. On est entrepreneur, il y en a 10 qui se lancent, il y en a que 3 qui restent, le reste, ça ferme boutique, et sur les 3, ils sont taxés à mort. Donc à partir de là, faut les aider. Comme vous l'avez dit, c'est les TPE qui font de l'emploi, c'est pas les grosses sociétés. Gaël Perdriau, quand vous entendez ça, donc 12 milliards d'euros, c'est des mesurettes, mais si on ne les avait pas donnés, ça aurait été la révolution. Non, je pense qu'il fallait répondre. Il fallait répondre sur des questions de fond. D'abord, il les a pas. Il les a pas donnés, mais il les a pas. Donc, on va accroître la dette. Oui, mais les gilets jaunes, c'est pas ce qu'ils vous disent. Ils vous disent, il y a de l'argent. Parce que je pense que le président de la République a attendu beaucoup trop longtemps avant de s'exprimer. C'était un silence inadmissible qui devient coupable. Attendre 3 semaines pour enfin. Vous voyez, il aurait apporté cette réponse-là il y a 3 semaines. Je pense qu'on ne serait pas réunis ce soir pour en parler. Il a attendu trop longtemps, Valéria Formuntian, votre président, pour parler.
Parce que vous avez dû trouver ça long. J'imagine qu'aussi le propriétaire de la station Total à l'ère du Pays du Gier trouve le temps long aussi. Hein. Oui, les commerçants trouvent le temps long. Même s'il n'y a pas eu de casse dans la vallée du Gier, il y a eu des blocages qui ont considérablement amoindri le chiffre d'affaires des commerçants et donc qui se posent des questions par rapport à leurs salariés. Effectivement, le temps est toujours long. Maintenant, encore une fois, je réitère ce que je disais au départ. Il fallait identifier quelles étaient les revendications et il fallait identifier les mesures à mettre en place pour pouvoir y pallier. Ça a été fait. Donc aujourd'hui, on veut le dialogue. On veut arrêter ces manifestations qui entraînent de la casse pour rétablir le dialogue. Jean-Michel Degeorges, on parle de dialogue. Est-ce que vous remarquez dans les entreprises qu'il y a un problème de dialogue justement entre les chefs d'entreprise et les salariés pour en arriver là ? Alors là encore, je pense qu'il faut pas opposer, les mondes. Hein. C'est-à-dire que il faut montrer les singularités. Et la PME, le monde économique français a des singularités spécifiques et il faut les utiliser. Donc, ce qu'on pourra faire demain, il y a des outils déjà pour faire ça. Il y a la formation demain. Je suis désolé d'y revenir dessus, mais c'est un véritable enjeu cette transition numérique. La France est plutôt en retard sur ces dimensions-là. C'est un enjeu pour demain et c'est un enjeu qui va permettre de répondre aux injonctions et en tout cas aux demandes sociales. Pourquoi ? Parce que la main-d'œuvre sera de plus en plus qualifiée, les entreprises ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, et avoir de la main-d'œuvre qualifiée, ça signifie surtout que les salariés ont des demandes nouvelles, bien sûr, mais ça, les entreprises, je pense qu'elles sont prêtes à les prendre en compte. Et aussi, ça va permettre de trouver un sens dans tout ça, parce que finalement, peut-être ce qui manque aussi, c'est le sens et les valeurs que l'entreprise véhicule. Et ça, je pense que c'est le chemin qui va permettre de résoudre une partie du conflit, en tout cas. Le sens de l'entreprise, donc. 6h, 9h, France Bleu Matin. Dernier jour de la semaine, demain, et on se rapproche un tout petit peu plus des festivités de fin d'année. C'est pourquoi à 7h40, nous vous proposerons une balade dans les allées du marché de Noël à Saint-Chamond. Beaucoup d'animations, on vous en parle à 7h40. Mais alors attendez, il y a quelqu'un qui arrive là, c'est qui ? Agenouille-toi, regarde vers le bas. Ok, d'accord. Regarde respect. vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. Ah mais ça y est, je sais qui c'est. C'est MC Solar. Il est en concert aux Zénith de Saint-Etienne ce vendredi soir. Les dernières places à gagner demain matin. Mais quand ? Je vous le dirai pas. Soyez à l'écoute de 6h à 9h. France Bleu Matin. France Bleu Saint-Étienne-Loire, émission spéciale. Sandrine Morin, Dominique Goubatian. Les gilets jaunes et après, quelles conséquences pour l'avenir de notre pays ? C'est la question qu'on se pose pour finir, Dominique Goubatian. Oui, le mouvement des gilets jaunes est inédit et par l'intermédiaire des réseaux sociaux, il a permis une forte mobilisation dans toutes les couches de la population. Les gilets jaunes ont fermé la porte aux partis politiques, aux syndicats. Et maintenant, ils réclament un référendum d'initiative citoyenne. Vous nous avez distribué dans le studio on a tous notre feuille. Tract, on a tous notre... Exigeons le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Et on pose quoi comme question, Raphaël Pessoa, dans ce référendum ? Eh ben, on peut poser toutes les questions. Ah, mais il n'en faut qu'une. C'est donc remettre le citoyen, mais réellement le citoyen, sans élu, au cœur du débat, c'est-à-dire donc le référendum qui va permettre à chaque personne... Quelle question, Raphaël Pessoa ? C'est ça. Tout à l'heure, on a commencé cette émission en disant « vous avez tous des revendications ». Mais quelle est la question dans ce référendum que vous voulez poser ? On peut en poser diverses, mais l'une qui ressort essentiellement, c'est avoir une assemblée citoyenne, par exemple. Ensuite, il y en a d'autres, comme la baisse des taxes des produits et des services de première nécessité, et la réduction des privilèges des politiques, le cumul des retraites, d'un casier vierge, par exemple. Nous, par exemple, dans mon travail, on me demande un casier vierge pour travailler, ce que je trouve normal. Nous, il faudrait qu'ils nous montrent aussi patte blanche pour pouvoir diriger. Ça a été refusé. Oui, je sais. J'avais déposé l'amendement lors de la loi de moralisation de la vie publique. Alors, vous Brice Telki, la question que vous avez envie de poser moi, dans je ce veux juste référendum. revenir à ce que Madame la députée a dit tout à l'heure. Elle a dit comme quoi le temps est long. Moi, je suis désolé, mais le temps, il est long aussi pour les salariés ou pour les chômeurs. Parce qu'un chômeur, franchement, c'est très long, le temps. Le temps d'un chômeur de trouver du boulot. J'ai connu le chômage, donc j'entends. Il y a plus de 4 millions de personnes qui sont au chômage, il y a 9 millions de pauvres.
Donc j'espère que vous en parlez à l'Assemblée nationale. Mais oui, le temps est très long pour les citoyens français. Le temps est long parce que la retraite, elle est passée à 63 ans. Le temps est long parce qu'on gagne 1 200 €. Le temps est long parce qu'on finit pas les fins de mois et on sait même pas comment s'en sortir. Donc moi, je suis désolé, le temps il est long et il restera long. Et j'espère que les Gilets jaunes feront tout pour que le temps soit moins long et soit plus paisible. Régis Giovennicon, en ce moment à l'Assemblée nationale, il y a une motion de censure qui est débattue, qui a été déposée par tous les groupes de gauche de l'Assemblée nationale. Et dans le texte donc qui est débattu, il est dit ne sont de nature les propositions du président de la République qu'il a fait donc lundi dernier ne sont de nature à répondre à la colère et revendications des Français. Il faut changer de cap, vous dites. Alors lequel? Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer de cap? Il faut changer de République. Il faut quoi? Oui, il y a 3 choses. Qu'est-ce que vous entendez par changer de cap? Il y a 3 choses qui manquent lundi soir. Les mesures de pouvoir d'achat, pour moi, sont insuffisantes et elles ne sont pas financées de la bonne façon. Voilà. Par exemple, il n'y a rien sur le point d'indice des fonctionnaires. Bon. Mais il n'y a rien sur les APL. Et puis, on voit bien que le financement, il ne met pas à contribution les grands groupes, il ne met pas à contribution les grandes fortunes. Donc là, moi, ce que je pense, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une prise de conscience. Les gens qui étaient dans l'individualisme, qui ont commencé à se parler et qui pointent les inégalités aujourd'hui qui sont criantes dans la société, mais aussi les problèmes d'injustice fiscale. Donc ce problème, il faudra y revenir. Il faudra mettre à contribution les grands groupes multinationaux qui font des profits, les grandes fortunes, bien évidemment, et revenir sur le plan riche. Et puis sur le plan de la démocratie, on a une démocratie qui aujourd'hui est intermittente. Il faut une démocratie continue. Enfin, en gros, on consulte les Français tous les 5 ans, et puis pendant 5 ans, on ne les consulte pas du tout sur les décisions qui concernent leur vie quotidienne. Donc oui, nous, on a porté pendant la présidentielle, avec Benoît Hamon, le référendum d'initiative citoyenne. On l'a appelé ça le 49.3 citoyen. 1% du corps électoral a la capacité de faire une proposition de loi mise à l'ordre du jour du Parlement ou d'intervenir dans le processus législatif. Il faut aussi des conférences de consensus. Il faut des cahiers de doléances. Mais pas simplement sur quelques semaines. Comme fait le maire de Saint-Étienne, oui, comme certains viennent d'en ouvrir jusqu'au 22 décembre. Puy-en-Velay, par exemple. On continue. Et toute l'année. Et que tous les Français viennent inscrire leurs doléances et participent aussi aux consultations publiques. Aujourd'hui, il faut une respiration citoyenne. Elle n'existe pas. Il faut consulter plus fréquemment, effectivement, les Français sur les grandes questions qui les concernent. Et reconnaître le vote blanc, si on l'avait proposé. Gaël Perdriau, elle marche, la démocratie participative. Il y a du monde, par exemple, lorsqu'un élu dans un quartier vient parler aux concitoyens, ça fonctionne, enfin, ou finalement c'est des grands mots qu'on a ce soir comme une réponse à ce conflit des Gilets jaunes. À Saint-Étienne, je crois qu'on n'a jamais eu autant de démocratie participative et d'occasion de dire ce qu'on pense. On organise des réunions pour les projets de quartier, on a organisé un conseil consultatif Mais ça fonctionne, du monde ça donne de la quelque culture. chose, hein. Oui, le monde culturel, ils sont plus de 250, ils participent par thématique qui les intéresse et on suit leurs propositions, de même que le conseil des seniors ou le conseil des résidents étrangers, le conseil des adolescents. Enfin, il y en a plus d'une dizaine que nous avons mis en place. Ça fonctionne. Après, il faut que les gens se déplacent aussi. Il y a aussi certaines réunions de quartier où malheureusement, on a effectivement peu d'affluence. Il faut que le citoyen ait envie de participer à ce débat démocratique. Il faut que ça soit ouvert à tous aussi. Oui. Justement, débat, le président de la République l'a annoncé, il va y avoir un débat pendant 3 mois, et où les maires, vous allez être au centre, ils vous demandent d'être le socle du nouveau contrat social. Vous dites non. Vous dites non. Nous serons, les maires, ils seront acteurs. Ils seront acteurs comme les entreprises dont on parlait tout à l'heure, comme les salariés, comme les Gilets jaunes. Oui, on ne sera pas organisateur. Il faut que le président de la République arrête de considérer les maires comme des préfets. On n'est pas des agents de l'État. Donc il lance une grande consultation, très bien. Nous y participerons parce qu'on a aussi des choses à dire. Il n'y a pas que les Français qui ont été méprisés, les élus aussi l'ont été depuis 1 an et demi. Donc on y participera, nous contribuerons, nous dirons ce que nous entendons et ce que nous souhaitons, mais c'est pas à nous de les organiser. Valéria Formuntian, est-ce que justement le problème d'Emmanuel Macron et de la République en marche dans son ensemble, c'est pas justement qu'elle a basé tout sur cette démocratie participative, sur le fait que vous renversiez la table et que tout d'un coup il y avait plus d'intermédiaires et que c'était le peuple qui allait diriger, et que là on se retrouve finalement, vous êtes des élus comme les autres. Alors en effet, on a renversé la table et les propositions qui ont été portées par la gauche ou par Monsieur Mélenchon n'ont pas été retenues, ils n'ont pas été élus. Donc à un moment donné, il y a la 5e République et si on souhaitait avoir une 6e République, il fallait voter pour les élus, pour les gens
gens qui le proposaient. Donc aujourd'hui, on respecte la Ve République. L'Assemblée nationale, à mon sens, est représentative et je pense qu'elle n'est un peu plus représentative cette fois-ci des citoyens parce qu'on vient tous, on n'a jamais été dans la politique, en tout cas en ce qui concerne la majorité. Et moi, j'ai vécu avec un salaire normal et j'ai connu le chômage. Donc arrêtons de dire qu'on est hors sol. Et les élus locaux, malheureusement, ne souhaitent pas travailler avec nous, alors que nous, on les implore aujourd'hui de participer et de travailler dans le dialogue. Et il y a un refus. Il y a un refus, donc je ne comprends pas comment on peut avancer s'il y a une scission entre les élus nationaux, les élus locaux et le gouvernement. Gaël Perdriau, vous refusez de travailler avec les... J'ai jamais refusé de travailler avec personne, et quand le gouvernement Hollande, comme celui-ci d'ailleurs, fait des choses qui vont dans le bon sens pour la ville, je le dis, je le reconnais, je sollicite de très nombreux ministres pour de nombreux projets. Il y a ceux qui nous entendent et qui donnent la suite, et puis il y a ceux qui nous méprisent. Écoutez, quand vous parlez du travail en collaboration, quand on voit comment ont été traités certains dossiers dans la Loire, que ce soit, on peut parler de la 45, par-dessus la jambe, ou en petit comité, le ministre parle à ses députés qui se sont qui ont candidaté sur Internet, la préfecture, vous savez pas militer une seule fois. Non, parce qu'on parlait de l'enterrement de la 45. On traite les élus. On parlait des élus quand même, Elisabeth Borne, qui ne vient pas dans la Loire pour annoncer que la 45 c'est fini, c'est quelque chose qui c'est méprisant. Est-ce que ça peut être, est-ce que vous-même vous comprenez que ça puisse être pris comme du mépris? Alors, ce que je comprends, c'est qu'on entend ce qu'on a envie d'entendre. Madame Borne s'est déplacée pour voir monsieur le président de la région, Wauquiez. Ils ont discuté longuement et monsieur Wauquiez n'a pas trouvé bon d'informer l'ensemble des élus concernés. La A45, le tracé, il ne se trouve pas uniquement dans la Loire, il se trouve aussi dans le Rhône. Et toute la région était concernée. Donc, à un moment donné, arrêtons quoi. Vous savez aussi que c'est sur la Loire que cette A45 a été importante. Vous le savez, vous cachez derrière votre petit doigt à ce moment-là, non? Est-ce qu'elle aurait dû venir dans la Loire, Elisabeth Borne? Elle aurait pu le faire, évidemment. En l'occurrence, elle a informé le président de région de l'arrêt du projet. C'est faux. J'ai eu son directeur de cabinet le soir du rendez-vous qui m'a dit exactement le contraire. C'est faux. Elle investit aujourd'hui... On va pas faire le débat de la 45, on va continuer. C'est symptomatique de la méthode. La prison du jour au lendemain qui a disparu du plan. Voilà, c'est des exemples de mépris. On va revenir peut-être donc au sujet avec Jean-Michel Degeorges. Comment vous expliquez qu'en France, cette culture du dialogue, elle est compliquée en fait entre les entreprises et les salariés pour trouver des solutions. Il faut toujours arriver au conflit. On l'a vu, 3 semaines de conflit pour que le président de la République donne quelques miettes, si on peut parler comme ça. Alors, en France, on a une tradition, c'est toujours se construire contre plutôt que se construire avec. Et bon, ça, je pense qu'à un moment donné, ça va sans dire, mais si on le dit, c'est bien, et on se rend compte que peut-être on va pouvoir changer quelque chose. Je pense que les Français sont très attachés à leurs institutions, sont très attachés à la paix sociale, ça fait partie des valeurs françaises. Même si aujourd'hui, il y a une fracture. Et je vais peut-être vous surprendre, mais c'est le même cas avec les entreprises. Les Français sont très attachés à leur entreprise. Ils ont même, les salariés, quels qu'ils soient, ont une très bonne image de leur patron, de leurs dirigeants, quand c'est un cas spécifique, et beaucoup moins quand c'est des patrons en général. Et ça, je pense que c'est aussi la faute des images qui sont véhiculées dans l'inconscient collectif. Oui, mais enfin, les grèves, ça existe quand même, et on voit bien qu'il faut passer par la grève pour essayer de renouer le dialogue. Oui, alors et pourquoi on n'arrive pas à dialoguer avant de faire la grève? Oui, alors bon, j'ai pas de solution directe. Et puis, un des seuls appels qu'on ait eu, c'est ce soir, c'était Patrick qui disait tout à l'heure l'évasion fiscale. Je sais où est l'argent, 88 milliards d'évasion fiscale. Enfin, une fois de plus, c'est les entreprises qui sont pointées. On dit c'est vous les entreprises. Oui, mais je pense qu'il faut pas qu'on se trompe de. Il faut pas qu'on se trompe de débat. Il y a plusieurs débats. Il faut pas que nous on se trompe de débat. Il faut pas que les gilets jaunes se trompent de combat. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir tout traiter en 3 semaines, en un mois. On va pas pouvoir tout traiter. Et je pense que le problème des GAFA, le problème de l'ISF, c'est autre chose. Je pense qu'il y a un problème quotidien qui doit être traité. Il y a un effet de proximité. Cet effet de proximité, il faut en jouer. C'est-à-dire que plus c'est traité au plus proche du terrain, et plus l'impact, mieux ce sera. Alors justement, maintenant, on va poser la question aux Gilets jaunes eux-mêmes. Vous voulez devenir quoi, Dominique ? Oui. Quel avenir en fait pour les Gilets jaunes ? Est-ce que vous voulez devenir un parti politique ? Est-ce que j'ai même entendu qu'il y avait certains représentants sur les plateaux télé qui voulaient faire une liste pour les élections européennes en mai prochain ? Quel est votre avenir ? Comment vous le voyez, votre avenir ?
Nous, pour le moment, on reste quand même un mouvement qui est assez fort. Parce que ça fait quand même bientôt 1 mois qu'on est sur le terrain. Mais demain, vous devenez quoi? Vous devenez un syndicat? Vous devenez un parti politique? Vous devenez quoi? Des gilets jaunes. Rien d'autre. On est des gilets jaunes. On est des êtres humains, des citoyens français qui revendiquent plusieurs choses que l'État français ne met pas en œuvre pour aider les citoyens français. Raphaël Pessoa, vous avez aussi une réponse à ça? Vous devenez quoi? Vous avez envie, vous, par exemple, qu'il y ait un gilet jaune qui se présente aux élections européennes? Peut-être pas des élections européennes, parce que ça, c'est peut-être des choses qui nous dépassent par rapport en termes techniques, de loi, de technocratie, mais justement, il faudrait que ça change. Après, non... Il y a des combats à mener au niveau européen que vous avez mentionné tout à l'heure. Ah oui, mais bien sûr, l'Europe, faut la secouer. Faut secouer tout le monde. Sur le plan fiscal en particulier. Oui. Mais non, pour l'avenir des Gilets jaunes, pour l'instant, nous, notre mouvement, il reste apolitique. On va voir ce qu'on va obtenir, parce qu'on veut obtenir quelque chose de fort, et on va l'obtenir. Voilà, donc pour l'instant, on reste apolitique. Et si vous voulez savoir si on va devenir un contre-pouvoir, on le deviendra peut-être, mais dans la rue. Valéria Formuntian, pour conclure. Je souhaitais revenir sur la consultation citoyenne. L'Assemblée nationale a mis en place tous les moyens pour que les citoyens puissent s'exprimer et intervenir sur les projets de loi. Moi et beaucoup de mes collègues ont ouvert sur leur site la possibilité d'avoir des propositions d'amendements ou de projets. Il n'y a aucun... Le référendum que Brice Telki et que Raphaël Pessoa portent aujourd'hui, vous allez le défendre ? Il faut qu'on arrive déjà à faire la réforme constitutionnelle qu'on nous empêche de faire. La suppression. Le Premier ministre vient de la reporter cet après-midi, donc Madame la députée. Encore une fois, il a dit je veux attendre de consulter les gilets jaunes parce pour qu'ils ont des revendications dans la évidemment réforme parce qu'ils ont des revendications et on est prêt à les entendre. C'est pour ça qu'on veut le dialogue. C'est pour ça qu'on veut le dialogue. Mais en l'occurrence, le premier report, c'était un blocage de l'opposition qui nous empêchait d'avancer. Non, c'est pas l'affaire Benalla, c'est le refus qu'on supprime le bon poste. Valéria Formuntian, on verra donc si ce référendum porté aujourd'hui haut et fort par les Gilets jaunes va pouvoir être inscrit ou non donc dans une prochaine réforme de l'Assemblée nationale. Gilets jaunes, le débat, une émission à réécouter sur francebleu.fr et sur notre Facebook en vidéo, à retrouver aussi demain dans les colonnes de la Tribune Le Progrès. Merci d'ailleurs à vous, Dominique Goubatian, d'avoir co-animé ce débat. Merci aux Gilets jaunes, Raphaël Pessoa et donc Brice Telki. Merci à Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, Valéria Formuntian, députée La République En Marche, Régis Juanico, député Génération, et merci à vous, Jean-Michel Desgeorges, de nous avoir permis de prendre un peu de hauteur, enseignant, chercheur à l'École des Mines. France Bleu Saint-Étienne-Loire, il est 19h31. Merci de nous avoir suivis. À 20h, c'est le Top France Bleu avec Éric Bastien.